quelques éléments qu'on a voulu partager avec vous. J'avais même envie de faire ceci, de vous montrer cette photo, ce qui va rejoindre un peu. Vous voyez cette jeune fille-là? C'est l'une des victimes de cette pirogue. Hambourg. Et quand on a rencontré sa famille, sa maman, c'était une atmosphère extraordinaire. La jeune fille travaillait tout le temps. Tout à l'heure, quand la délégation de Hambourg va être là, elle pourra vous dire. Donc, c'est l'une des images qu'on a voulu vous montrer. Elle travaillait là-bas à Hambourg et quelqu'un l'a embarqué dans le truc et elle est partie parce qu'on lui a vendu un rêve ailleurs. Quand on a mangé ce jour-là avec sa famille et nos amis de la pêche, mais la maman, jusqu'à maintenant, elle a perdu une partie de ses facultés. Voilà un peu des situations comme ça. On pouvait en illustrer. Il y en a aussi qu'on nous a montré à New York, à John Ward, chez moi, dans les îles du Salou. J'ai un neveu qui était étudiant et qui était le président de l'amicale des étudiants. Il est allé, président de l'amicale des étudiants. Il y a un autre jeune de chez moi, à Diofior, qui a été déjà recruté dans l'armée. Il devait être, donc à cette période-là, il devait être à Bango. Il est recruté et tout. Et il est parti comme ça aussi dans les pirogues. Bref, je répète ça donc, c'est pour dire que le choc dont faisait état tout à l'heure le directeur, tout le monde était choqué. Et Gaillot le dit, c'est du gâchis de perdre autant de jeunes. Et donc, nous avons dit qu'on ne peut pas les oublier. Cette pirogue en bas, tout à l'heure, Maïssa, qui est du secteur de la pêche, qui est dans la salle à Hambourg, il vous expliquera cette pirogue-là, c'est quoi. Tout à l'heure. Dans cette pirogue, vous voyez, il y a une sorte de choses qu'on a fermées sur la pirogue. C'est des corps qui étaient là-bas. Mon petit beau comme petit caram de Netigno pour bien quoi expliquer. Donc, je disais, nous remercions aussi la fondation, je crois, tout à l'heure, il l'a dit. Nous remercions aussi les populations et des pertes en vies humaines, des disparitions de pirogues, mais un peu sous une indifférence. Et comme disait Cheikh Gadio, on ne peut pas être indifférent quand nos enfants se perdent dans le désert ou dans les eaux. L'autre aussi aspect, c'est qu'en tant qu'acteurs qui travaillent sur la question migratoire, les gens qui ont pensé ça ont dit, mais on ne peut pas donc dire que nous travaillons sur le droit des migrants, la liberté de circulation, voir tous les jours la presse nous dire 2 pirogues ont chaviré, 200 personnes sont décédées et que personne ne fasse rien. Donc toutes ces personnes, toutes ces victimes, est-ce qu'ils vont être oubliés comme ça? Est-ce qu'ils vont mourir dans perte et profit? On a dit non. Mais au moins qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que des données factuelles, des images puissent être rassemblées. Donc ce contexte de la migration, il faut le dire, la migration, je ne reviens pas, vous le savez, la migration est une donnée humaine, ce n'est pas du nouveau. Nous venons de l'Égypte, nous disent les historiens. L'Égypte, ce n'est pas ici. Mes grands-pères ont vécu au Fouta. Le Fouta, ce n'est pas ici. Mais moi, je suis né au Sine. Et ça veut dire donc que les 2 pieds que Dieu nous a donnés, comme disait Toumba, ce n'est pas pour s'asseoir. Le Cheikh Anta nous apprend que la sédentarisation est une toute petite parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Une toute petite parenthèse. Sinon, on n'aurait pas des pays. Mais nous sommes aussi des panafricanistes et des défenseurs des droits humains. Et donc, quand l'Afrique va mal, les panafricanistes se sentent aussi obligés de voir qu'est-ce qu'il faut faire ensemble. Voilà pourquoi donc nous avons pensé que cette initiative, il fallait le faire. Parce que le contexte aussi l'exigeait. Et donc, dans la démarche, nous avons analysé des articles de presse, Moussa, Mariama, Jacques, les autres que je ne peux pas tous citer ici.
Et au bout des comptes, on a donc essayé de voir comment on fait le croisement de ces données-là. C'est ça qui nous a permis, par exemple, de confronter des chiffres reçus d'une mairie et des chiffres reçus des pêcheurs ou des chiffres qu'on reçoit de la presse, mais qu'on vérifie aussi avec d'autres autorités à côté. Les visites des mairies, ça nous a beaucoup aidé et je continue à remercier Barnier. On a procédé aussi à des interviews dans les familles. C'était pas facile souvent parce que une maman qui perd comme celle de la jeune fille que je vais vous montrer, bon, vouloir lui poser des questions, c'est pas facile. Donc, il nous a fallu passer la journée, manger avec la famille, présenter nos condoléances, mais ça n'a pas tout le temps été facile. Après, maintenant, on a fait des brainstorming au niveau du comité de rédaction. On avait élaboré, organisé. Gis nga ñoom gaal bu fi tëmb ñoom xam nañ buñ ko waxee ak buñ ko waxul ils savent qui a organisé ce voyage-là, combien ils sont et comment ça a été organisé. Donc je crois qu'il nous faut laisser une attention très particulière aux acteurs de la pêche qui sont dans les ports et dans les débarcadères. Et renforcer aussi une collaboration avec eux, avec l'État, les forces de défense et de sécurité et tous ceux qui travaillent sur ces questions-là. Donc, en définitive, nous avons procédé par une revue documentaire, des enquêtes de terrain, des visites d'institutions, etc. Et c'est ça qui nous a permis donc de glaner l'ensemble des données communes. L'objectif donc c'était, au-delà de rendre hommage à toutes ces victimes, pour nous, il fallait aussi contribuer à la production de données factuelles, même incomplètes. Parce que ce que nous avons recueilli, ce n'est même pas la moitié de ce qu'il y avait comme information. Ça, c'est évident. Nous le savons très bien. Mais ça permet au moins d'avoir quelque part des données qui peuvent être utilisées à la fois par les décideurs, par les journalistes, par les chercheurs, etc. Bon, et quand on sait qu'il y a une reconfiguration assez contemporaine dans les profils et les routes, quand des étudiants en licence, des enseignants, décident de prendre la pirogue, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas conscients. Moi, je considère que quelqu'un qui est le président d'une amicale d'étudiants, bon, il a quand même un niveau de compréhension assez élevé. Je considère qu'un jeune qui est allé faire le recrutement de l'armée, et on lui dit, le mois prochain, vous rejoignez Bango. Le mois prochain. Donc, mais en dehors aussi des océans, il y avait le phénomène du Nicaragua. Là aussi, on a tenté d'avoir des informations. Parce que quelqu'un qui vend sa boutique à Sandaga ou à Jerusalem et qui achète un billet d'avion Dakar, Rio, et de Rio au Brésil, il descend au Nicaragua et du Nicaragua, il prend la route. Bon, il y a quand même quelque chose à comprendre. Alors ça aussi, c'est des chiffres effrayants de la gendarmerie qui aussi ont fait un travail intéressant avec la marine, avec la police. Ce document-là, c'est un document de la gendarmerie qui est apparu aussi dans la presse. 5212 accidents, 687 décès, 547 blessés en 2024, 848 crimes affectant un total de 5043 victimes, 67 embarcations transportant 34 162 migrants ont été interceptées par la police. Alors, avec tout ce qui se passe dans les océans, mais comment est-ce qu'on peut rester indifférent quand même? C'est abominable. Et on a tenté, en discutant avec les personnes interviewées, de comprendre quelles sont les causes. Qu'est-ce qui pousse les gens? D'accord, mais on voit donc que l'évolution croissante des migrations africaines résulte pour l'essentiel
d'une combinaison de facteurs endogènes et exogènes. Voilà le continent, comme disait Cher, qui a la population la plus jeune, qui continue d'enregistrer aussi une présence démographique très importante comparée aux autres régions, mais qui laisse aussi ce potentiel de ressources humaines se perdre dans le désert, dans les océans, sur les routes du Nicaragua, etc. Et cela est incompréhensible. La recrudescence des départs de ces bureaux depuis la période 2022-2023, qui a retenu l'attention de l'opinion nationale et internationale, s'inscrit dans ce contexte difficile. Les guerres, Madame Kodou Camara le disait tout à l'heure, et ces guerres ne sont pas encore arrêtées. Il dit qu'il a été au Congo. Le Congo est encore en guerre. Le Soudan, dont il a évoqué, est encore en guerre. Le Tchad, le Sahel, ne serait-ce que pour parler de l'Afrique. Et bon sang, qu'est-ce qui fait que pendant 60 ans, 30 ans, 40 ans, nos mêmes pays sont en guerre et on ne peut pas régler ça pour préserver et les femmes, les enfants et les jeunes et promouvoir le développement. Qu'est-ce qui l'explique? Donc, parmi ces causes, il y a ce qu'on a appelé les causes économiques et conjoncturelles. Bien sûr, quand l'économie, le chômage, tout ça frappe les jeunes, ça peut pousser certains à l'engagement. Il y a les causes socio-culturelles. L'Union est souvent teki, de mon teki. Et il y en a qui pensent que pour teki, il faut forcément traverser l'océan ou le désert. Qui ont fini donc, ils ont désespéré de leur propre pays, de leur propre région, de leur propre continent. Il y a aussi les causes psycho-affectives et morales. Les familles, les rivalités internes, etc. Hein? Souvent on dit, oui, gis nga doomu diw def na lii, dem na Espagne, indi na lii, dem na Maroc, dem na Italie, etc. Il y a aussi les causes politiques et sécuritaires. 2022, 2023, 2024, le Sénégal a traversé des moments de mouvement, d'affrontement politique terrible, qui a causé, nous dit-on, beaucoup de décès. Et certaines familles nous ont carrément dit, bima xamé né sama dom buma ko bayé fi dina dugg ci événement yi may gis ci la d'accord né mën na ko bayyi organiser mu jëm wuti fenen. Mais kooku ki ñu wax loolu doom ji yeggul. L'enfant est resté en mer. Donc l'instabilité et les événements politiques pour ce qui est du Sénégal. Certains jeunes qui ont été survivants nous ont dit man bi ma xoolee dëkk bi mu metti nit ñi di xeexoo di kii laa ne naa dem. Ñu ne ko est-ce que tu es encore prêt à repartir? Oui, je suis prêt à repartir. Carrément. Hein? Donc les causes économiques et conjoncturelles, cette conjoncture, le Sénégal, la pêche aussi sénégalaise. J'avais souvent dit à nos amis de l'Union européenne à Bruxelles, les députés du Parlement, vous avez arraché aux Sénégalais le poisson à la bouche avec les accords de pêche. Vous avez arraché le poisson à la bouche des Sénégalais. Ils n'ont plus le poisson. Le poisson était un produit et un secteur qui faisait vivre beaucoup d'acteurs. Les marailleurs, les transformatrices, les écueilleuses, etc., etc. Sans compter que c'est ça qui tombe aussi dans la famille, dans le panier de la ménagère. Donc, là-bas aussi, il nous montre carrément dans toutes ces zones de Kafountine à Kayar à Saint-Louis, on ne peut plus avoir suffisamment de poissons et on pense que c'est lié à la surpêche, c'est vrai. C'est lié aussi au fait que les accords de pêche nous prennent avec les bateaux, ils vont en haute mer, ils nous prennent l'essentiel du poisson dont on a besoin. Et ça aggrave la conjoncture économique de ce secteur-là. Et la pêche étant ce qu'elle est dans la vie des Sénégalais, vous comprenez les causes sociales et culturelles, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez doomu diw tekki na, xanaa gisoo doomu diw. Donc ça crée aussi un malaise dans le subconscient des enfants. Ils te disent chaque fois bu ma yeewoo bët yi ñu may xool mooy que ni amaloo nu njëriñ. Xanaa gisuloo kële ni mu def beneen
Donc, ça aussi, c'est des considérations sociales et familiales. Donc, qui souvent, quand tu le dis à un jeune, tu penses qu'il n'en fait pas cas, mais les jeunes intériorisent ces paroles-là. Et ça peut le pousser à tout. Alors, l'école psycho-affective et morale, oui, donc le marasme économique, la pauvreté, le chômage, et certains escapés de ces drames à bord de pirogue nous ont carrément dit ça. Je suis prêt à repartir au Nakosan. Malgré ce que tu as vécu, oui, vous me dites de Maïdelou. Bon, je crois que tout ça mérite d'être analysé. Bon. On a voulu évoquer quelques difficultés qu'on a rencontrées. Je l'ai dit tout à l'heure. C'était comment avoir les rendez-vous. Et même quand tu as les rendez-vous, comment faire parler la famille victime ou qui a perdu 2 enfants. Il y a des familles qui ont perdu 12 enfants, 15. À Nyodjol, il y en a une maison où on a perdu 19 personnes. 19, dans une même concession. Et dans ces 19, il y avait l'épouse, une femme qui était mariée à quelqu'un qui est en Espagne, qui a payé pour qu'il vienne avec l'enfant. Et le mari lui-même en Espagne qui a dit, il vient dans la pirogue avec l'enfant. L'enfant était mineur. Donc le refus de parler en raison des douleurs encore vivaces, le manque de données répertoriées sur le terrain, etc. Bon, il y avait aussi que les moyens étaient limités, tout ça. Donc, mais malgré toutes ces limites, nous avons réussi à collecter quelques données, dont ça par exemple. À Kayar, du 9 octobre 2023 à mi-novembre 2024, 93 personnes ont été portées disparues. On ne les a pas vus. On sait qu'ils ont quitté, mais Bargny, du 20 octobre 2023 à mi-novembre 2024, 193 personnes. Kayar, Tcharoy, Hambourg Golf, Joal, 17 jours à Joal en mer sans donner de nouvelles. Ça, les familles ont fini par organiser le récital du Coran. Parce qu'on ne les voit pas. Pareil à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Gagnol, en Guinée-Bissau. Donc au total, on voit ici 1617 personnes qu'on a répertoriées disparues. Djolba, je le disais tout à l'heure, là-bas aussi c'était une catastrophe. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Alors, donc, le bilan n'est pas exhaustif, mais dans la région de Fatick, dans le département de Fatick et de Foundiougne, c'est devenu aujourd'hui des zones de départ assez importantes. Et les 2 derniers mois-là que nous avons vécu, les grands départs, c'est dans ces îles du Saloum. Parce que maintenant, de plus en plus, avec les radars sur Dakar, le beau travail que la police, la marine sont en train de faire, donc les gars se sont déplacés un peu vers les îles et vers la Gambie. Voilà aussi là quelques données qu'on a obtenues des services de l'État. Migrants interpellés en 2023, 1957. Migrants interpellés en 2024, 3077. Personnes déférées en 2023, 127 personnes. Personnes déférées en 2024, 172. De toute façon, toutes ces données, vous les avez dans le livre. Ça, c'est à Yara. Bon, là, il y a une association de Yara très organisée qui, chaque jour, répertorie donc les enfants disparus ou décédés. Donc, on a voulu reproduire ce qu'ils nous ont donné comme tel. On n'a pas voulu le saisir, mais on a dit on scanne le document et on le met là-dedans. Ils ont bien signé ça, mis leur temps. Quelques figures qu'on a essayé donc de créer avec Papis, bon, pour faire un peu la balance au niveau des statistiques. Voilà. Et j'en viens aux recommandations. Nous avons pensé donc que, compte tenu de l'importance dans la formulation des politiques, les données sont des choses très importantes.
Parce que toute planification part d'abord des données, elle revient aussi vers des données. Il faut que l'on sache, et ce n'est pas impossible. Moi, quand je rencontre mes collègues dans les réunions internationales de l'Europe, la société civile, toutes les pirogues qui débarquent dans les côtes de l'Espagne ou en Italie, ils ont des données factuelles et ils peuvent nous dire nous avons récolté 15 000 personnes ou 15 000 décès. Et pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire la même chose? Souvent, il y a des données, il nous faut aller jusqu'en France, en Europe, à Bruxelles pour pouvoir les avoir. Ce n'est pas des magiciens, les gens qui le font. Ils sont juste déterminés, comme disait l'autre, à faire ce travail-là. Mais il faut aussi que nous, on ait les mêmes déterminations, parce que les données, c'est important. On pense donc qu'il faut mettre en place un mécanisme adapté de suivi et de monitoring des départs et des arrivées, avec les agents ou les bureaux qui en ont la charge, mais en collaboration aussi avec les acteurs de la migration et de la pêche. Je disais tout à l'heure que dans les quais de débarquement, à Hambourg, à Yara, à Fassboy, etc., il nous faut voir comment éventuellement même là-bas, je pense que est-ce qu'ils vont l'accepter? Il faut créer une complicité en tout cas entre les CLPA et les acteurs de la société civile et les agents de l'État. Nous, on a constaté que toutes les pirogues qui quittent, les pêcheurs savent. Xam nañu ñi ko organiser, xam nañu ndax yegg nañu wala yeggul. Donc ces gens sont des acteurs importants. Il nous faut ouvrir un bureau de signalement des disparus. Quand même, on ne peut pas laisser les gens disparaître et personne ne peut dire aux familles qu'on a fait cet effort pour savoir que ton enfant. Une maman à Bargny, ses enfants étaient décédés dans la pirogue qui avait chaviré à Nouadhibou. Et les corps rescapés aussi du Cap-Vert qui ont été enterrés là-bas sur place. Et ces mamans nous disent, man, comment bëgg dimbali def may fexel ma dem nga xam fi ñu denc sama doom. Je veux juste savoir où est-ce qu'on a enterré mon enfant. Juste. Donc là aussi, s'il n'y a pas de mécanismes qui permettent entre les zones d'arrivée, les zones de départ, de signaler qui est qui, et moi je me rappelle les fois qu'on est allé à Nouadhibou avec Caritas et Abbé Ambroise, les corps qui déferlent à Nouadhibou, quand Caritas Nouadhibou les rassemble, les récupère, il ne sait pas qui est musulman et qui est catholique. Mais dans son œuvre humanitaire, Caritas enterre. Il y a un cimetière, on les a enterrés, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais au moins, ils font l'effort de récupérer les corps et de les enterrer et montrer donc que c'est des migrants inconnus. Il nous faut aussi évaluer et faire le bilan de tous les programmes et projets de lutte contre la migration dite irrégulière. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de financements. Rien que ce que l'Union européenne a financé dans les fonds pour lutter contre la migration irrégulière, si on évalue ça, quand même, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que ça a été bien utilisé? Est-ce que ça a donné des résultats? Ça, c'est une autre question. Mais nos partenaires souvent font ça. Évaluer et faire le bilan des accords de pêche afin de mesurer leur impact. Je crois que les accords de pêche, d'ailleurs, maintenant, n'ont pas été renouvelés à ce que je sache. Exploiter aussi le document de politique nationale migratoire, évaluer sa cohérence avec le projet Sénégal 2050 et l'adapter aux urgences de l'heure sur la migration. Jusqu'à maintenant, le document sénégalais n'est pas encore adopté. Et pourtant, ce document, beaucoup d'acteurs dans la salle ici y ont travaillé. On ne peut pas ne pas avoir une politique migratoire et vouloir régler les questions de la migration. C'est quand même un document de politique qui permet de régler des choses dans le secteur en question. Et tant qu'on n'a pas une politique, je me demande comment on peut avoir des actions pérennes, efficaces et rentables.
Et jusqu'à maintenant, ce document n'est pas adopté. Impulser une dynamique de concertation interétatique et de dialogue multi-acteurs structuré à l'échelle régionale. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, parce qu'aucun État à lui seul ne peut régler le problème. Aucune organisation à elle seule ne peut régler le problème. Il nous faut donc créer cette dynamique inter-État et ça permet en même temps une remise en cause de l'externalisation des contrôles. L'Europe externalise maintenant les contrôles sur notre territoire, sur notre continent. Et ça ne semble pas nous gêner. Avec les enseignements tirés de l'évaluation de projets migration, envisager la tenue d'assises de la migration et des Sénégalais de l'extérieur. Impliquer davantage les ONG actives dans la protection des migrants dans toutes les initiatives relatives à la migration, y compris les projets d'inclusion, d'autonomisation des femmes, des jeunes, etc. Et mettre en place une coalition des organisations de la société civile qui doit davantage donc travailler à élaborer des rapports alternatifs qui viennent compléter ce que officiellement nos États produisent. Voilà quelques images sur le Nicaragua. La dame qui nous a aidé à avoir les données du Nicaragua n'est pas là malheureusement. Donc ça c'est le chemin du Nicaragua. Vous voyez. Alors, à partir de nos pays, il y en a qui prennent l'avion. Souvent les billets c'est autour de 1 million, 800 000, 900 000. Mais quand ils arrivent dans cette zone-là, de ces pays des Caraïbes, et à partir de là, ils pensent donc qu'ils peuvent franchir les routes. Vous voyez, tout ça, c'est des gens qui prennent les chemins du Nicaragua. Là, ils vont traverser une rivière. Là, ils vont traverser des villages. Et le gars nous dit, à la fin, les villages ont exigé que désormais tout ce qui passe paye. Tous les villages disent, ah bon, comme on nous envahit, désormais, on va avoir des sentinelles qui contrôlent. Tout ce qui passe, tu payes pour traverser le village. Donc, ça crée aussi des problèmes à ce niveau-là. Alors, ça, c'est des images du Sahara. Ça, la plupart, c'est des jeunes qui ont été renvoyés de la Tunisie ou de l'Algérie, qui débarquent dans le Sahara, dans le désert. Il y en a qui étaient blessés. Nos amis du Niger, avec Alternative, avec Alarmophone, les récupèrent, les mettent dans ces tricycles-là, bon, pour les amener en bas. L'image en bas, c'est un centre d'enregistrement de ceux qui sont déportés dans le désert par les pays de l'Afrique du Nord. Voilà, chers amis, je vous remercie.